Donc maintenant, ça enregistre. Là, ça enregistre. Voilà. Donc moi, Bon. ce que je ferais, je serais toi, ce que je ferais, c'est que je ferais le meeting là, avec Google Meet, je l'enregistrerai et je le mettrai après sur Facebook. Oui, je le mettrai sur Facebook et sur YouTube. Il y en a sur YouTube. Tout Alors à sur fait, je le ferai après. après, Ouais, parce que toi, généralement, tu fais le Facebook direct. oui, C'est pour ça que j'essaye. Ce que je voudrais, donc, c'est, avoir plus de participants, et je vise surtout les Morlaisiens puisque Morlaisiens, hein, et je sais que pas mal de gens regardent, relativement peu en direct. Les directs d'1 heure, tu vois? Il y en a 5-6 qui, se branchent pendant cette heure. Mais une fois que c'est terminé, le direct, ça reste sur, Facebook et des gens le voient en différé. Ils sont relativement, pour moi tout est relatif évidemment, mais je trouve que le chiffre n'est pas inintéressant. Ça tourne pratiquement, toutes les semaines alors que je me débrouille très mal, ça tourne entre 30 et 40, parfois un peu plus. D'accord. Ok. En 2 ou 3 jours, c'est-à-dire jusqu'à samedi soir ou dimanche, il y aura 40, souvent une quarantaine de personnes qui ont regardé. Et D'accord. j'ai des raisons de croire que pour beaucoup, ce sont des Morlaisiens. J'aimerais qu'ils prennent un petit peu, plus, d'audace et qu'ils interviennent sur Google Meet. Alors à ce propos, je vais faire quelque chose, je vais mettre, sur cet écran, l'URL que normalement ils devraient voir. Alors j'ai un petit problème encore ce soir, c'est que, je n'ai pas 2 écrans. Parce que Ah, je ne suis pas chez moi, je suis pour, 3 semaines à Paris, donc je n'ai qu'un seul écran. C'est pas très grave, mais enfin là, ça ça aurait été mieux d'en avoir 2. On va parler de philosophie, hein, mais ça m'arrange que, tu me donnes un coup de main en informatique. tu sais, l'informatique, c'est une philosophie en soi. Hein. J'ai pas compris. L'informatique, c'est déjà une philosophie en soi. Bah oui, au titre de la technique, de toute façon, tout est philo, hein. On philosophe sur tout, hein. Ah tiens, à ce propos, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de monde. Le thème de cette année reste le bonheur. J'ai plusieurs fois, plus ou moins, attends, une seconde. Allô? Allô? Ah bonjour Patricia, comment vas-tu? J'ai je attends, je comprends presque pas. Ça ne marche pas? Bon, ça ne fait rien. On va mettre la réunion, je suis avec Olivier déjà. On va mettre la réunion sur, YouTube et je t'enverrai le lien. Tu m'entends? Je je t'enverrai le lien. Malheureusement, je te comprends très mal, hein. On hein? Je t'enverrai le lien par mail et tu verras la réunion en différé. D'accord. Tu as compris qu'on s'arrête, jusqu'au 5 janvier, hein? Voilà, mais ça ne nous empêche pas de discuter, par mail, hein? J'ai encore pas compris, je suis désolé. Oui, on s'envoie un mail. Allez, tu es arrivé en Savoie? Tu n'y es pas? Ah, tu es sur la route? Ah bah d'accord. Ah bah c'est pour ça que ça marche mal. D'accord. Tu es loin encore? Tu es loin? Tu es loin? À combien?
Bon. Bon, eh ben, écoute, à bientôt sur le mail. Bonne route et bon, une caresse au chien, hein. Voilà, au revoir. Bon, alors, nous avons, Olivier, une fidèle qui est Patricia, qui est monitrice de ski et elle est en train de rejoindre je ne sais quelle station en Savoie. Elle est sur la route, donc elle ne peut pas participer. Et je disais donc que nous étions parfois une quarantaine, mais les gens hésitent énormément à se connecter. Je ne sais pas très bien quoi faire, mais je me donne du temps pour essayer de mieux accrocher l'opinion. Je sais ce que je voulais dire quand le téléphone a sonné. Le thème de cette année, même si je fais un petit peu du zigzag entre plusieurs tentatives, le thème reste le bonheur. J'ai choisi le bonheur parce que je pense que c'est assez porteur et que ça a un rapport assez direct avec tout ce qu'on vit actuellement. L'actualité, me donne à penser et me laisse perplexe. À propos de la coupe du monde, bien sûr, comme tout le monde, je serais très content que la France l'emporte, mais la vérité, c'est que ça m'est relativement indifférent et j'ai du mal à comprendre les transports de joie que ça provoque parmi les foules. D'accord. J'aurais aimé qu'on en parle, j'aurais aimé que, si on était plus nombreux, des gens expliquent, parce on a plusieurs fois utilisé le mot du bonheur. Didier Deschamps, par exemple, nous a 36 fois, dans plusieurs interviews, dit: «C'est du bonheur, ce n'est que du bonheur», et cetera, et cetera, et ça a un écho. Alors est-ce que on peut trouver du bonheur dans une victoire sportive, dans une victoire à la guerre, je comprendrais à la rigueur, dans une victoire sportive, ça doit se comprendre puisque ça existe. Euh, Cela dit, il y a peut-être à ce point de vue encore une confusion entre qu'on avait vu tout à fait au début quand on parlait du texte d'Épicure, hein. Est-ce que il y a une confusion entre le bonheur et le plaisir? C'est pas si facile que ça de faire la distinction entre bonheur et plaisir. Que ça fasse plaisir de gagner, je comprends. Que ça rende heureux, j'ai du mal à comprendre, sauf éventuellement par, si nous avions à traiter ça philosophiquement et par une dissertation, je pense qu'il faudrait, pour expliquer cet apparent bonheur, invoquer la notion de fête, la fête étant une rupture par rapport au quotidien et que la fête apporte du bonheur, un instant de bonheur, c'est son but. Donc, ce qui serait bien, c'est que non seulement on continue à voir des auteurs patentés, des philosophes reconnus qui nous parlent du bonheur, c'est ce que nous avons au programme. Mais ce serait bien aussi que plusieurs personnes soient là pour nous dire ce qu'elles pensent de la question bonheur. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu avais reçu mon papier là sur Nicolas Dia? Attends, excuse-moi. Un autre appel, Morlaix-Bretagne. Ah. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas rester, je te rappelle après, hein, parce que là, on est en cours et j'ai déjà eu un appel. À tout à l'heure. Et essaye encore, ça peut marcher dans 5 minutes, on ne sait jamais. Allez, au revoir. À tout de suite.
Bon, excuse-moi, voilà. Donc, Je te disais, est-ce que tu avais reçu Le Grand Bonheur là, de Nicolas Diaz? oui, 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 absolument, Nicolas Dien. Oui, alors j'y pense, hein. J'avais aussi évoqué, mais je ne l'ai pas lu, hein. Je suis à Paris en ce moment, depuis ce matin, et j'ai accès à toutes les bibliothèques de Paris, et à Beaubourg notamment. Je vais essayer de le trouver. Et ce que je te demanderais éventuellement, on en avait parlé, c'est que tu nous fasses un exposé. Pas de souci, mais tu avais reçu le papier, tu l'as bien reçu, le document, tu l'as reçu? Ah, non, tu l'as envoyé quand? Ah, bah, il y a 3 semaines, un mois. Bah, je suis désolé, je l'ai pas Et je reçu. te voyais aussi, Sinon, je l'ai pas reçu, je t'aurais répondu évidemment. ouais, mais je pense que tu l'as pas vu. Est-ce que tu pourrais me communiquer? T'as bien, Oui, 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 oui. t'as mon adresse mail? Oui, j'ai ton adresse mail, ollegrand@orange.fr. Voilà, legrand.well@orange.fr. Donc envoie-moi un mail et dessus je te répondrai, je te renverrai la pièce jointe. D'accord, 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 d'accord. Parce que je Bon, pense que juste d'accord. ils ont une vision qui est assez intéressante par rapport justement à tout ce qui se passe en ce moment et notamment le foot, etc. Moi je trouve que on peut mettre ça en perspective. Oui, absolument, absolument. Et le fait est que c'est pas un fantasme. Ça nourrit quelque part un besoin de changer par rapport au quotidien qui génère l'ennui quand c'est pas la déprime, et pour certains même pire encore. Euh, Par le biais de la fête, on vit mieux. Et donc, on peut concevoir le bonheur comme un état permanent, c'est l'idéal, mais de toute façon, on sait bien qu'en fait, d'état permanent, il y a toujours une fin, comme quoi le bonheur a malgré tout un côté limité par définition, mais on peut aussi concevoir le bonheur comme des instants de bonheur. Et la question est de savoir où et comment on va susciter des instants de bonheur et les multiplier si possible. Et pourquoi pas le sport? Pourquoi pas? Moi dans le sport, j'appelle pas ça le bonheur, j'appelle ça de la joie. Voilà, tout simplement. C'est éphémère, c'est un moment de joie et voilà quoi. Oui, mais ce n'est pas par hasard que notre langue se pique d'être une des plus riches, et sa richesse tient pour une grande part à sa possibilité d'exprimer des nuances diverses et variées, comme d'autres langues ne savent pas faire. Et la joie, le bonheur et le plaisir ont de toute évidence un rapport, mais ne sont pas réductibles l'un à l'autre. Il y a une hiérarchie au moins. C'est un plutôt épicurien. J'ai plutôt tendance à croire que l'absence de trouble contribue au bonheur qu'un événement sportif. Dans le long terme, comment dire, la sentence épicurienne a beaucoup plus de que des moments éphémères comme le foot ou autre chose. C'est ma vision. Oui, alors Épicure, autant que je me souvienne, on en avait parlé un petit peu dans les premières séances, autant que je me souvienne, aurait plutôt tendance, il me semble, à mettre sur le même pied euh, plaisir et bonheur. Épicure, enfin, il parle pas forcément du bonheur, il parle Non? de l'absence de trouble. Hein, c'est vraiment ça qui cible dans son discours, enfin la lettre à Ménécée. Oui? Et
moi, ça me semble intéressant. Effectivement, l'absence de trouble, étant que mentale, pour moi, ça contribue au bonheur. Oui, 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 oui. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est davantage une caractéristique du stoïcisme, l'absence de trouble. Le stoïcisme étant effectivement l'aspiration à une indifférence par rapport autant à ce qui provoque du bonheur ou de la joie que par rapport à ce qui provoque le contraire, c'est-à-dire de la souffrance ou de la peine. Pour le stoïcisme, la règle est d'accepter les choses comme elles viennent et ne pas surinvestir par ses propres réactions et être un petit peu indifférent. On va parler aussi dans les prochaines séances en janvier du bonheur selon les stoïciens, Marc Aurèle, dans les latins, etc. Quelqu'un. Ah, attends, voilà. Je crois que quelqu'un arrive. Je crois que quelqu'un arrive. Donc, voilà. Arlette, Arlette, tu m'entends? Bon, on va pas se soucier. Elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a qu'un téléphone et elle entend, peu importe. Hein. Donc, voilà. Je vais, si tu veux, maintenant passer à une petite préparation que j'ai faite pour en terminer avec Platon. Entre parenthèses, mais je n'ai pas bien compris le rapport que tu as à Morlaix et à la Bretagne et où tu résides en permanence, si c'est pas indiscret. Alors, j'ai aucun rapport avec Morlaix, hein, je te rassure. En fait, je viens pas très loin de là où tu es probablement actuellement. Et je vais régulièrement en Bretagne, parce que j'ai de la famille là-bas, voilà. Mais plutôt du côté de Brest. En Bretagne, à Morlaix ou ailleurs? Non, ailleurs que Morlaix, à Brest. À Brest. D'accord, d'accord. Tu es près de Paris? Je suis pas très loin de Paris, oui, tout à fait. À Versailles. Je suis pas en train. Oui. Ah oui, en effet, en effet, en effet. Bon, si il t'arrive de venir à Paris? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, alors je continue sur ce que je racontais. Entre parenthèses, si des gens en direct sur Facebook regardent ce qui est possible, je le sais, mais après, hein, je vois les chiffres. Hein. J'en profite pour rendre un hommage à quelqu'un qui a disparu hier et qui était un philosophe de grande qualité, et le président de l'université de Bretagne occidentale. Il y a une université de Bretagne occidentale à Brest et à Quimper. Le président était un certain Mathieu Gallou, qui est disparu hier à 50 ans. Et c'était avant qu'il préside l'université, un prof de philo dont j'avais suivi quelques cours, et notamment sur Platon. Et il est malheureusement disparu très rapidement d'un cancer foudroyant. Et c'est bien malheureux quand on a 50 ans et qu'on a réussi à ce point-là dans la vie et qu'on est touché par la maladie. Là, on se demande où est le bonheur. Hein. Bon, alors, je voudrais en terminer avec Platon. Nous avons consacré exceptionnellement 4 séances à Platon. Par rapport au thème du bonheur, il en fallait sans doute moins. Mais je me suis fait plaisir, si on peut dire. En tout cas, j'ai ressenti l'envie de regarder de plus près Platon
parce que, en ce qui me concerne, j'ai fait des études de philo très tard, en arrivant en pré-retraite, j'avais 59 ans ou 60 ans, hein, et j'ai passé en accéléré la licence et puis la maîtrise, mais ça a été vraiment expédié et ma connaissance de la philosophie a un côté vraiment un peu superficiel. D'autant plus que ben Platon, il est l'objet, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, d'une présentation que j'appelle académiquement correcte. Euh, je ne sais pas si tu as pu lire ce que j'ai mis la semaine dernière à propos de la République et à propos des lois. Tu as pu le faire? Ils Il y a regardent. dans la République, notamment au livre 5, des développements sur la question de la vertu, la question de l'organisation de la cité en 3 catégories de citoyens et la mise en commun des femmes et des enfants pour assurer que on recevra et on donnera à ceux qui le méritent et qui en ont besoin exactement l'éducation qu'il leur faut. Moi, je vois dans ce passage et quelques autres euh, la première source du totalitarisme. Alors, si on s'avise de dire une chose comme ça euh, en faculté, n'importe où, aussi bien à Brest, j'étais à Nanterre, en ce temps-là, j'étais parisien, j'étais à Nanterre, eh ben, on est mal vu, on est mal reçu, hein. Il ne faut pas dire que Platon est l'un des pères fondateurs du totalitarisme. Cela me semble pourtant difficilement contestable. Preuve à l'appui, texte à l'appui. Cela étant, j'ai continué et notamment, je me souvenais de sa dernière œuvre qui est Le Timée, où il développe un véritable ésotérisme qui le classe parmi les philosophes ésotériques, dont Pythagore, dont il avait subi l'influence. Alors, par rapport à ça, j'ai fait cette petite préparation que je voudrais essayer de montrer maintenant, au risque, de louper et de me tromper dans les commandes. Pour faire ça, je crois qu'il faut que je lance Keynote. Donc je vais faire. Mais qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire sur l'aspect totalitaire et sur l'aspect ésotérique? Est-ce que ça correspond un petit peu à ton approche, parce que tu n'es pas sans avoir lu un peu Platon aussi? Alors, je ne suis pas très fan de Platon pour plein de raisons, mais non, j'avais pas cette vision-là de totalitarisme. Ça m'intéresse ce sujet-là. Moi, j'ai plutôt la vision de Platon de comment dire, l'arrivée du christianisme et le reste. Que Platon, il n'a pas eu de bol, il est arrivé avant Jésus, il n'a pas eu la chance de connaître Jésus. Et ça c'est aussi une perspective qui m'intéresse. C'est tout un pan de l'histoire de la philo qui est sous-jacent à ce que tu soulignes. Platon est le philosophe le plus important de l'Antiquité. On souvent même le dit fondateur avec Socrate et Aristote,
En réalité, il y a les présocratiques avant, mais Platon est certainement le, le plus grand fondateur de tous ces philosophes de l'Antiquité. Hein. Cela étant, il y a une présentation de Platon qui se doit d'être ce que j'appelle académiquement correcte. Moi, je suis intellectuellement, je crois du moins, un peu rebelle à la formatisation des esprits. Et je pense que l'institution université, comme l'école d'ailleurs, hein, a pour but d'uniformiser les perceptions et les opinions générales. Bien sûr, il y a une liberté de penser dans notre société, mais liberté de penser, selon moi, à l'intérieur d'un certain cadre. Et c'est à ce cadre-là que j'ai envie, un peu malgré moi, de m'attaquer. Cela dit, je le fais à titre personnel et quand je me trouve dans la situation d'initier, comme je l'ai fait plusieurs années de rang à la MJC de Morlaix, d'initier des amis, des concitoyens à la philo, je ne mets pas ça en avant. Mais comme j'ai pris un petit peu mes distances, je suis en train de prendre mes distances par rapport à l'atelier, et comme je voudrais me sentir plus libre, il m'arrive de le dire plus fréquemment, et c'est ça qui me motive. Jouer avec les frontières. Il y a un Platon qui n'est pas académiquement correct. Par rapport à la philosophie politique, il y a incontestablement du totalitarisme dans la République et dans les lois. Je l'ai montré par des textes. Maintenant, ils passaient la semaine dernière. Je crois que je les ai mis sur YouTube. On ira voir. Mais pour l'instant, je voudrais voir l'aspect ésotérique chez Platon. Et pour ça, on va essayer de lancer ma préparation avec Keynote. Alors, quand je n'ai pas deux écrans comme c'est le cas là, je suis un petit peu gêné parce que je ne te vois plus là. Et je ne vois plus les participants. Alors que si j'ai deux écrans, je vois. Voilà. Tu vois ce que je montre là? Je vois l'écran. C'est parfait. Tu vois l'écran? Tu vois bien? Très Alors, bien. si nous étions plusieurs, c'est différent quand on n'est que deux, c'est moins évident. Mais si nous étions plusieurs, je dirais exactement ceci. Tout ce que je viens de dire sur l'aspect académiquement incorrect de Platon, il faut l'oublier. Ça, c'est mon opinion personnelle. Quand on fait de l'initiation vis-à-vis de plusieurs personnes, on adopte la démarche de tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je vais refaire dans les semaines qui viennent. Cela étant, dans cette perspective de développer et d'initier à la pensée générale de Platon, non plus seulement le bonheur, je dirais aux gens qui voudraient m'écouter qu'il y a essentiellement, je le dis par exemple à Arlette qu'on ne voit pas mais qui doit, je pense… J'entends. Tu entends? D'accord, ben, n'hésite pas à m'arrêter. Hein. Oui. S'il y a quelques petites choses à retenir de Platon, c'est d'abord ceci.
premièrement, l'allégorie de la caverne. Je vais dire après pourquoi presque tout Platon, l'essentiel de Platon, est contenu dans cette allégorie. Deuxièmement, il y a quasiment un slogan qu'il faut connaître de Platon, c'est celui-ci: le corps est le tombeau de l'âme. Alors, ça n'a l'air de rien, mais pratiquement l'essentiel, si on peut dire, si on peut parler d'essentiel dans la philosophie de Platon, la philosophie de Platon est extrêmement complexe. Je pourrais dire pourquoi c'est complexe, mais si on veut la résumer, eh bien, cette idée est essentielle: le corps est le tombeau de l'âme. C'est-à-dire qu'il a une conception de l'âme qui appartient à une sphère extrêmement élevée. Et Olivier parlait tout à l'heure du rapport avec le christianisme. Il faudrait aussi parler de son rapport à la divinité et ses tendances très prononcées au monothéisme et aussi au gnosticisme, c'est-à-dire à ce courant de pensée contemporain du christianisme qui estime avoir une certaine connaissance d'un monde supérieur et inaccessible à notre intelligence ordinaire. Et c'est ça qui caractérise en particulier Platon. Il a une idée d'un autre monde, ce qu'on appellera plus tard la transcendance, qui va au-delà de nos perceptions ordinaires. Et par rapport à cette croyance, il estime que l'incarnation que nous sommes est une chute, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cette phrase de Platon, qui est explicitée dans Gorgias et dans le Cratyle, deux de ces dialogues, eh bien, il y a l'expression que la condition humaine résulte d'une chute. On est tombé de la sphère de l'esprit dans une sphère matérielle, et la matérialisation de cet état, c'est notre corps, et notre corps tient l'âme prisonnière. L'âme est prisonnière du corps. Donc il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus. Pour en revenir à la caverne, je vais y revenir un peu plus tard. Je voudrais simplement dire que dans ce qui est à retenir, c'est l'aspect ésotérique de Platon. Alors, on trouvera ça, Olivier, plus tard, dans les 2 ou 3 jours à venir, hein, mieux mis en forme, j'espère, sur YouTube. Mais il y a à connaître la différence qui existe entre l'enseignement ésotérique et l'enseignement exotérique et ésotérique. C'était le cas de Pythagore, c'est le cas de Platon et c'est le cas d'Aristote, mais on n'en sait pas grand-chose, et pour cause. Ces 3 philosophes avaient, c'est mieux connu pour Pythagore, hein, pour Platon et Aristote, on n'a pas beaucoup de preuves, mais on est fondé à croire qu'il avait 2 types d'enseignement, l'un public, ouvert à tous, et c'était l'exotérisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'extérieur, et un autre enseignement réservé à des initiés, c'était l'enseignement ésotérique. Bon, arrêtez-moi si vous voulez, hein. Ça va? Ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas bien compris. Ça m'intéresse beaucoup, là, le sujet.
Ah oui, alors tu liras, hein, tu liras. Je voudrais pas insister là-dessus trop, parce qu'il y a d'autres choses à dire, hein, mais toute cette page-là, il faudra que la lises bien. Hein. Et il y avait un autre terme, d'ailleurs, un peu savant, c'était l'enseignement acousmatique et l'enseignement achromatique. Ça veut dire la même chose. Hein. Acousmatique, c'est que tout le monde pouvait entendre, et achromatique, c'était réservé à quelques-uns. Mais si l'on, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si l'on veut faire du Platon selon nos perspectives académiques et institutionnelles, si on veut faire des dissertations ou faire une maîtrise ou faire une thèse sur Platon, ce n'est pas un aspect à développer parce que l'institution, et notamment le rapport d'ailleurs avec le christianisme, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, nous a incité à ne voir que certains aspects et en gommer d'autres chez Platon. Le côté totalitaire est gommé, le côté ésotérique est gommé. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure et ça va intéresser Arlette parce que Arlette s'intéresse aux anges et nous allons parler dans un instant du démon, daimon en grec, de Socrate. Tu connais ça, Olivier, le démon de Socrate? Ouais, tu m'apprends quelque chose. Eh ben, on va aller plus loin. Mais avant de rentrer dans ces détails, je suis en train de faire, c'est ça que je voudrais bien insister, je suis en train de faire une lecture incorrecte de Platon. Alors, je voudrais quand même revenir à la lecture correcte. Le démon de Socrate, on va en parler dans une seconde. Platon est surtout, comment dirais-je, traité pour quelques aspects de son œuvre, pas ce que je dis. Si vous voulez parler de Platon, pensez à l'allégorie de la caverne. Hein. Pensez à son côté ésotérique, pensez-y, mais oubliez. Il faut surtout mettre en avant la théorie des idées. Et par rapport à ça, je rappelle que je conseille l'Atlas de la philosophie dans le livre de poche, qui consacre 4 ou 5 pages à Platon qu'on aurait pu lire si on avait plus de temps. Mais avant de lire ça, je voudrais rappeler la théorie des idées. Idée n'est pas à prendre dans le sens du tout que nous lui donnons actuellement. Les idées sont la réalité archétypale, si je peux dire, ou archétypique, je ne sais pas, qui préside à notre perception du monde. Je disais tout à l'heure que le corps était le tombeau de l'âme. Cela veut dire, en réalité, cela résulte du fait que la réalité totale se divise en 2 parties, une partie supérieure qui est inaccessible au sens. Or, toute la connaissance, et c'est le deuxième aspect de Platon, la connaissance, toute la connaissance que nous avons transite par nos sens. Eh bien, cette connaissance qui transite par les sens, elle est pratiquement illusoire, elle n'est pas totalement fausse, mais elle est illusoire, elle nous cache l'essentiel. L'essentiel étant les idées qui président aux objets, aux choses que l'on voit. Par exemple, si on voit un cheval ou un poisson ou une fourmi ou une abeille, je ne sais pas, ce sont des copies d'une réalité plus globale qui est l'animal. L'animal existe dans le monde intelligible. Il y a 2 niveaux de réalité, le monde
intelligible, là c'est pareil, et le monde sensible, intelligible, il ne faut pas le prendre au sens qui est le nôtre, pas plus qu'idée. Le monde intelligible, c'est le monde qui est accessible par l'intelligence, si on veut, mais en grec, il dira le nous, c'est-à-dire accessible par l'esprit. C'est par l'esprit que nous avons accès à la réalité des choses. Et les sens nous trompent, nous devons nous détacher des objets et des formes que nous percevons. Elles ne sont qu'une copie d'une réalité qui est inaccessible. Vous voyez le dessin qui est en dessous, hein. Vous voyez le soleil, un homme et un arbre. La réalité, c'est pas l'homme, ce n'est pas l'arbre. La réalité, c'est le soleil qui se confond avec le bien. Je vais en revenir maintenant à la caverne. La caverne, ce dessin, je ne sais pas de qui il est, on trouve ça dans Wikipédia, hein. C'est une illustration que j'emprunte à Wikipédia. Ce dessin se lit de la gauche vers la droite. À gauche, vous avez des hommes assis par terre et enchaînés. Ça se voit qu'ils sont enchaînés, hein. Ils regardent sur un mur des ombres qui sont projetées par ce que vous voyez au milieu de l'illustration, c'est-à-dire des marionnettes et des marionnettistes. Mais ils ne le savent pas, les hommes. Les hommes étant enchaînés, ils n'ont pas la possibilité de se retourner et ils n'ont, pour tout potage, si j'ose dire, pour se nourrir et nourrir leur esprit, que les ombres de ces objets qui sont projetés grâce à un feu qui projette sa lumière et produit des ombres. Mais ces objets, comprenez bien, ne sont pas non plus la réalité. Vous le voyez bien. Ils sont fabriqués et montrés par des marionnettistes. Alors c'est quoi la réalité? Eh bien la voilà, elle est tout à fait à droite. Et ce monsieur que vous voyez en bas est un des hommes qui a réussi à se libérer. Il s'est défait de ses chaînes, il a fait le tour derrière le mur, il s'est rendu compte qu'on lui projetait des illusions et il a continué. C'est en réalité une ascension et la notion d'ascension n'apparaît pas. Alors il y a un texte là-dessus, hein, dans la République et dans la vidéo que j'ai faite, que vous voyez là. Il y a une ascension qu'on ne perçoit pas ici. Cet homme va monter, monter, monter. Et ici, à gauche, on est dans l'obscurité. Mais plus il avance vers la sortie, plus il y a de lumière. Et ce qui est dit dans le texte, c'est qu'il en souffre. Ça lui fait mal. Ses yeux ne sont pas habitués à la lumière. Et il lui faut beaucoup d'efforts et de souffrance pour qu'il s'habitue à la lumière. Mais il finit par s'y habituer et il sort enfin. Et là, il a la réalité sous les yeux, la vraie réalité, c'est-à-dire la lumière du soleil qui n'est pas la lumière du feu. Et il voit tout ce qu'il y a à voir qui constitue la réalité. J'en ai fini de mon discours et je vous signale simplement, on va voir ça plus bas. Plus bas, vous avez le texte, hein. J'ai mis ici, donc ça se trouvera, cet enregistrement là va se trouver sur YouTube, hein. Donc on ne va pas le faire maintenant parce qu'on y passerait tout notre temps, mais vous pouvez lire, c'est dans le livre 7, le récit par Platon de ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Représente-toi des hommes qui vivent dans une demeure souterraine en forme de caverne, possédant tout le long de la caverne une entrée qui s'ouvre largement du côté de la lumière. À l'intérieur de cette demeure, ils sont depuis leur enfance enchaînés par les jambes et par le cou,
en sorte qu'ils restent à la même place et ne voient que ce qui est l'air en avant d'eux, etc. Bon, alors, tout ceci pour dire que… Ah oui, 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 pour terminer, mais je vous laisserai lire ça à tête reposée, c'est très important et souvent on oublie de le dire quand on résume l'allégorie de la caverne. Cet homme qui s'est libéré, c'est l'image du philosophe. C'est ça que la philosophie doit nous apprendre. Nous retirer de nos illusions, et ça fait mal, et il faut beaucoup d'efforts. C'est une ascension pénible, mais qui produit aussi, Olivier parlait tout à l'heure, de la joie. Il faut simplement avoir la force et la capacité de le faire, mais au bout du compte, il y a la joie. Mais il y a plus que la joie. Il y a aussi l'amour, parce que l'amour, c'est aussi l'idée du bien, mais il faudrait beaucoup de temps pour développer le rapport entre le bien, le beau, le vrai, le juste et l'amour. Tout ça, c'est un. Le tout est un, c'est l'idée du bien. Autrement dit, je parlais tout à l'heure de la théorie des idées, non? La théorie des idées. Les idées sont hiérarchisées. L'idée d'animal, elle est pas en haut de la hiérarchie, vous vous en doutez bien. Il y a des objets inanimés aussi, hein, le lit, la table, la chaise, c'est la même chose. La chaise que l'on voit n'existe que parce qu'elle est un reflet de l'idée de chaise, hein. Donc, dans le domaine de l'intelligible, au sens que je vous l'ai dit, il y a une hiérarchie, et au sommet de la hiérarchie, on le voit d'ailleurs dans le dessin du bas, au sommet de la hiérarchie, il y a le bien. Mais le bien a d'autres noms, c'est le beau, le juste, le vrai, je viens de vous le dire. Alors, revenons à cette allégorie de la caverne et comprenons que ce monsieur qui est le philosophe, eh bien, quand il a réalisé qu'autrefois, du côté gauche, il se trompait, il veut retourner d'où il vient. Il veut retourner parmi les hommes qui sont ses semblables. Et il veut leur expliquer que ce qu'il voit, c'est pas la réalité. Que la réalité suppose qu'on se libère de ces chaînes, qu'on fasse le chemin et qu'on voit l'extérieur et le soleil. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que si chose à retenir, mais il y en a d'autres, il y a quand même beaucoup d'autres choses à retenir de Platon, c'est l'allégorie de la caverne. Et dès cet instant, avec ce que je viens de vous raconter depuis un moment, vous comprenez mieux et vous comprenez, je pense, justement l'importance de cette idée, le corps est le tombeau de l'âme. Dans l'état où nous sommes dans un état d'erreur. Et il faut pour ça, eh bien, s'en sortir, et on s'en sort, entre parenthèses, aussi, évidemment, par la mort. Et le sens de la vie, c'est la libération de l'âme qui doit retourner d'où elle vient. Et il faut savoir, Olivier, tu me disais que tu es intéressé par l'aspect ésotérique de Platon, eh bien, il faut savoir, évidemment, qu'il croit dur comme fer à la réincarnation. Ça s'appelle la réminiscence, mais ce n'est pas autre chose que la réincarnation. Il part de l'idée que l'âme transite dans différentes incarnations humaines et revient toujours, idée qu'on retrouve dans le bouddhisme, évidemment. Je me tais un petit peu pour vous écouter. Et je parle pas trop? Non, non, je prends des notes en même temps parce que c'est très intéressant. Je te remercie. Donc, ce texte, et il y a d'autres éléments, hein, tu vas le retrouver sur YouTube très, très prochainement. Et Arlette, tu as entendu? Oui, 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 oui.
Mais pour moi, là, c'est un peu petit sur mon smartphone, alors j'ai du mal à voir. Je m'en doute. Mais je connais L'allégorie de la caverne, photo. Je sais. Alors, Voilà. alors, je disais que ça fait partie d'un Platon dont on parle peu. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, évidemment, parler en cours de philo, de l'allégorie de la caverne. On vous dit des tas de choses, mais on vous dit rarement que Platon, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, attends, je crois que j'ai perdu mon keynote. Bon, tant pis, si je ne le retrouve pas. Ah, ça, il faut que je le retrouve. Parce que c'est loin d'être terminé. Keynote, où es-tu? Voilà. Ce que donc je ne vous ai pas dit, c'est que ce monsieur retourne parmi les hommes pour leur expliquer ce qu'est la réalité et leur dire qu'ils se trompent. Et qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Eh bien, les hommes ne vont pas l'écouter et vont vouloir le tuer. Voilà, ça se termine ici. Je reviens tout à fait en bas. Il y a 18 images. Celui qui entreprendrait de les délier, ça c'est Platon qui parle, de leur faire gravir la pente. Ne crois-tu pas que s'ils pouvaient de quelque manière le tenir en leurs mains et le mettre à mort, ils le mettraient à mort? Et l'interlocuteur répond évidemment, c'est une référence à l'histoire de Socrate. Vous savez que Platon est le disciple de Socrate et qu'il en parle énormément. Bon, donc, ah oui, alors un autre aspect de l'ésotérisme chez Platon. Donc, Socrate est son porte-parole et dans l'apologie de Socrate, il faudra que tu lises ça de plus près aussi, Olivier, Socrate parle de son démon, c'est la traduction du mot grec daimon, qui a été transformé puisque le christianisme s'est emparé de beaucoup de choses chez Platon en le transformant. Et le démon de Socrate est un personnage intermédiaire entre les humains et la divinité et qui lui dit ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Je vais essayer de grandir un peu le truc pour que vous puissiez lire. Je ne sais pas si Arlette verra. Non, c'est trop petit pour moi. Mais je regarderai après. Oui. Si je lirai si après. je grandis, là, est-ce que ça va un peu mieux? Bon. Alors. Un peu là. Bon, je vais le lire. Mais peut-être qu'il paraîtra absurde. Donc, c'est Socrate qui dit ça, qui parle de son démon. Qu'est-ce que c'est que le démon de Socrate? Eh bien, c'est ce que nous appelons, nous, un ange. Et il se trouve que pour Socrate, l'ange a été toujours présent dans sa vie et lui a indiqué le bon chemin ou le mauvais chemin, par où il fallait aller et où il fallait s'abstenir et se détourner. On écoute Platon. Mais peut-être qu'il paraîtra absurde que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier et que je n'ai jamais eu le courage de me trouver dans vos assemblées pour donner mes conseils à la patrie. Ce qui m'en a empêché, Athénien, pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est ce démon familier, cet ange familier, ce daimon, cette voix divine dont vous m'avez si souvent entendu parler et dont Mélitus a fait plaisamment un chef d'accusation. Mélitus, c'est celui qui le met en procès, où il perdra la vie, Socrate. Ce démon, cet ange, s'est attaché à moi dès mon enfance. C'est une voix qui ne se fait entendre que lorsqu'elle veut me détourner de ce que j'ai résolu. Car elle ne m'exhorte jamais à rien entreprendre. Elle ne me dit jamais ce qu'il faut faire. Elle me dit,
ce qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est elle qui s'est toujours opposée à moi quand j'ai voulu me mêler des affaires de la République. Vous vous rappelez que Platon a voulu s'occuper de politique, mais qu'il en a été détourné. Là, c'est Socrate qui parle, mais par Socrate, c'est Platon. Hein. Donc, d'après Platon, Socrate n'a pas fait de politique parce que son démon s'y est opposé. Et elle s'y est opposée fort à propos, car il y a bien longtemps, Athéniens, croyez-le, que je ne serais plus en vie si je m'étais mêlé des affaires. Et je n'aurais rien avancé, ni pour vous, ni pour moi. Donc, si je n'avais pas écouté mon démon, il y a longtemps que je serais mort. Ne vous fâchez point, je vous en prie, si je ne vous déguise rien. Tout homme qui voudra s'opposer franchement et généreusement à tout un peuple, soit à vous, soit à d'autres, et qui se mettra en tête de m'empêcher qu'il ne se commette des iniquités dans la République, ne le fera jamais impunément. Et j'en termine avec cette deuxième partie. Il en parle dans l'Apologie de Socrate. Hein. C'est de là que vient ce texte, l'Apologie de Socrate. C'est un des premiers textes de Platon, donc Platon jeune. Eh bien, là, il va nous dire, rappelez-vous ce qui se passe, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Platon, une fois condamné dans ce procès, hein? Socrate, oui, pardon. C'est Catherine qui vient de parler? Oui. Elle est là, Catherine? Ouais. Allô? Ouais. Bon, d'accord. Alors, oui, Socrate, je le rappelle, lors de son procès, est condamné à boire la ciguë. Il a évidemment des disciples, et on oublie de le dire souvent, mais c'est comme ça que ça se passe. Ses disciples s'arrangent pour le libérer et le faire partir, le sauver, autrement dit. Et c'est Socrate qui refuse, parce que Socrate estime que le respect des lois est justement une loi morale au-dessus de tout, et que même lorsque la loi est injuste, il faut respecter la loi. Il faut peut-être la changer, mais avant de la changer, on la respecte. Il a été condamné légalement, même si c'est pas légitime et si c'est immoral, il a été condamné légalement, donc il doit subir sa peine et il refuse de se sauver. Eh bien, ce qu'il dit dans le passage que vous allez lire, c'est que s'il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas entendu son démon lui dire qu'il fallait partir. Si le démon lui a rien dit, eh bien, il ne fait rien, il reste. Alors je lis, oui, mais juge, il m'est arrivé aujourd'hui une chose bien merveilleuse. La voix divine de mon démon familier qui m'avertissait si souvent et qui, dans les occasions les moindres, ne manquait jamais de me détourner de tout ce que j'allais entreprendre de mal, aujourd'hui qu'il m'arrive ce que vous voyez, c'est-à-dire la condamnation, et ce que la plupart des hommes prennent pour le plus grand de tous les maux, c'est-à-dire la mort, cette voix, la voix du démon, ne m'a rien fait l'entendre, ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni lorsque je suis venu devant ce tribunal, ni lorsque j'ai commencé à parler. Cependant, il m'est arrivé très souvent qu'il m'a interrompu au milieu de mes discours. Le démon l'empêchait de parler s'il disait quelque chose de travers. Et aujourd'hui, elle ne s'est opposée à quoi que ce soit que j'ai pu dire ou faire. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je vais vous le dire. C'est qu'il n'y a de l'apparence que ce qui m'arrive est un grand bien. Ma condamnation, c'est un bien. Et nous nous trompons tous sans doute si nous pensons que la mort soit un mal. Une preuve bien évidente, c'est que si je n'avais pas dû accomplir aujourd'hui quelque bien, le Dieu n'aurait pas manqué de m'en avertir à son ordinaire. C'est donc dans l'Apologie de Socrate, on va bientôt s'arrêter, hein, et notez au passage qu'il parle de Dieu au singulier. Il y a un aspect monothéiste aussi chez Platon. Il est évidemment un homme de son temps et il connaît Jupiter, etc., etc. Mais Jupiter n'est pas le dieu principal, c'est un démiurge. Le dieu principal, eh bien, il est dans le monde des idées et le dieu, c'est finalement l'idée du bien.
Bon, donc, je vais vous écouter pour conclure, je vais vous laisser conclure. Je vous rappellerai simplement, pour Socrate, pour résumer, l'allégorie de la caverne, premièrement. Deuxièmement, le corps et le tombeau de l'âme, c'est essentiel. Troisièmement, l'aspect ésotérique. Le démon de Socrate, c'est important, c'est essentiel. La théorie des idées, regardez le, comment dirais-je, bouquin du livre de poche, la slate de la philo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, alors oui, bon, comme Olivier est informaticien, ça l'intéressera aussi de savoir que Platon fait beaucoup d'équations. Bon, peu importe. Donc, il y a une théorie de la connaissance. Là encore, ce que vous voyez, c'est la caverne, hein. Là, il est tout en bas et on voit bien qu'il monte. Il y a ce dessin-là, c'est assez intéressant. Donc, c'est une théorie des idées, c'est une théorie de la connaissance, c'est une théorie de l'état. La semaine dernière et la semaine précédente, en parlant du bonheur, j'ai essayé de montrer qu'il a de l'état une idée totalitaire. Oui, mais, c'est pour assurer le bonheur de tous. L'état totalitaire, je le rappelle, c'est un état où tout le monde est heureux parce que chacun est à sa place. Mais l'homme est ainsi fait que il a des tendances opposées, des tendances au bien et des tendances au mal. L'éducation qui émane de l'État a pour fonction de diminuer les forces intérieures du mal chez l'individu pour développer les forces du bien, mais ceci au service donc d'un État qui voudrait que tout le monde soit heureux parce que chacun est à sa place. Et c'est là où il y a totalitarisme. Et il y a aussi, alors là c'est très important, Olivier, ça devrait te passionner, il y a toute une anthropologie, une conception de l'homme et une conception du cosmos que l'on trouve essentiellement dans son dernier ouvrage qui s'appelle Le Timée, qui est alors là totalement ésotérique, et notamment il défend l'idée de l'Atlantide et de choses comme ça. Bon, voilà, j'en ai quasiment terminé et je voudrais vous retrouver pour vous laisser conclure. Ben moi, je dirais que la séance très instructive et réussie dans l'ensemble, puisque ça a fortement bien marché. Et outre les rappels que tu as faits qui étaient nécessaires, hein, l'allégorie de la caverne, le monde des idées, le monde intelligible, etc., sensible, c'est bien de le rappeler. Et j'aime bien ce côté aussi un petit peu en dehors du cadre, comme tu me suggérais au départ, avec les aspects que tu as soulignés, c'est très intéressant, j'aime bien. Donc, à continuer pour les prochaines séances. Merci. Je te remercie, c'est bien résumé. Bon, mon côté personnel, j'essaye de ne pas le mettre en avant, c'est pas le but, hein. J'ai fait une exception pour Platon, de même que les quatre comment dirais-je, séances que j'ai consacrées à Platon, il faut aller plus vite, hein. Donc j'irai plus vite désormais et on va continuer. Non, c'est pas tellement. Moi, je trouve que c'est bien de prendre son temps comme ça et de savoir et d'attendre de redire les choses de temps en temps. Pour moi, c'est pas trop vite. C'était bien, franchement, le rythme est très bon, hein. Je suis d'accord avec Arlette, hein. Le rythme est très bon, hein. C'est bien de rappeler, hein. Faut que ça rentre. Oui, parce que d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qu'on sait et qu'on a oubliées. Donc, de revenir un peu de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Enfin, moi, c'est mon avis. C'est très belle séance. C'est vous, oui. C'est vous qui me faites beaucoup de bien. Je vous remercie. Donc, on refera un direct le 5 janvier, pas avant. Par contre, si vous lisez régulièrement mon Facebook, je vais faire une série de petits enregistrements comme ça
pour faire le point sur cet atelier de la MJC de Morlaix, dont j'aimerais bien qu'il continue après que j'arrête de m'en occuper, parce que je vais arrêter, mais je pense que quelqu'un devrait prendre la suite, et je parlerai de ça entre la 11e heure, c'était aujourd'hui la 11e heure, la 11e séance, c'est-à-dire, hein, et la 12e qui aura lieu le 5 janvier. Et donc, je pense à Nicolas Dien, Olivier, et j'attends que tu me renvoies ton exposé. Cette fois-ci, je ne manquerai pas, j'accuserai réception et je lirai. Et donc, tu nous prépares pour le mois de janvier un exposé. Ok, très bien, c'est prêt, c'est prêt. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ah, c'est moi, c'est moi. Et joyeuses fêtes, hein, déjà. Oui, oui, Ouais, c'était joyeuses très bien. fêtes. C'est très bien. Ça nous remet en mémoire des choses qui sont très importantes quand même Absolument, à se rappeler. absolument, absolument, absolument. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, Au revoir. Au revoir. au revoir.